Depuis quelques semaines, la problématique du dialogue avec les groupes terroristes cristallise l'attention politico-médiatique. Les différentes prises de position et points de vue identifient un certain nombre d'enjeux qui pourraient faire tendre soit vers l'option d'un dialogue ou l'option d'un non-dialogue. Mieux comprendre les enjeux d'un dialogue ou d'un non-dialogue avec les djihadistes, identifier les principaux acteurs et partis et appréhender les liens entre eux et les perspectives d'évolution des dynamiques. Identifier les différentes initiatives déjà prises par certains acteurs et les objectifs visés. Voici donc des angles que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui au cours de ces conversations. Notre premier invité, il est à ma droite, M. Boubacar Ba. Il est chercheur et travaille sur les questions sécuritaires au Mali avec un accent tout particulier sur les dynamiques conflictuelles au centre du Mali. Boubacar Ba, merci et bienvenue. Merci. Notre second invité est Dr Ali Tounkara, également chercheur. C'est une voix qui nous est familière, notamment sur les médias nationaux et internationaux. Dr Tounkara travaille sur les questions de paix et de sécurité. Il est un des spécialistes des questions sécuritaires au Collège sahélien de défense et de sécurité. Dr Tounkara, merci et bienvenue. Merci. Notre troisième et dernier panéliste était un analyste, il n'est plus à présenter, il travaille sur les questions de gouvernance et de sécurité. Il a justement publié quelques articles sur la problématique du dialogue avec les groupes terroristes, vous l'aurez compris. Mon voisin immédiat, Baba Dakono, bonjour, merci et bienvenue. Merci. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Ma première question s'adresse à M. Ba. Quels sont aujourd'hui les principaux acteurs de l'insécurité, leurs mobiles intérêts ainsi que leurs capacités? D'accord. Merci beaucoup. D'abord, je ne sais pas, hein, vous avez dit groupe terroriste. Il faut qu'on se comprenne un peu là, parce que c'est un mot que vous employez, mais qui est très polysémique. Hein. Et c'est une question de perception. On est dans un débat où la problématique, elle est guidée par la perception. Donc, vous dites groupe terroriste, moi je peux vous dire groupe insurrectionnel ou groupe armé. Donc, tout dépendra de votre lecture et de votre viseur. Et par rapport à votre question, les acteurs, les mobiles, très honnêtement, depuis 2012, le Mali est entré dans une crise complexe, institutionnelle, sécuritaire et humanitaire, qui est l'aboutissement à une série de crises. Et vous avez vu un peu comment divers groupes armés, des milices locales, communautaires, des groupes dits djihadistes ou moudjahidines se sont implantés dans le pays. Donc on peut aller très loin, hein, c'est une multinationale de groupes d'acteurs qui se sont retrouvés dans le pays, en passant par le Moyen-Orient, la Libye, l'Algérie et le nord du Mali, et après dans le centre du Mali. Maintenant, on parle du sud du Mali. On parle de Katiba dans le sud du Mali et même dans le Sahel occidental. Donc il y a vraiment des groupuscules structurés, organisés qui occupent le pays. Il y a aussi des milices d'autodéfense qui sont nées en 2016, 17, 18, qui se retrouvent dans les zones exolées est, c'est-à-dire le Haïré, la zone du Gourma central, la zone aussi de Séné, et puis du côté ouest aussi, si vous regardez un peu tout ce qu'on appelle le MENA et le Sahel. Donc le pays aujourd'hui encerclé par des groupuscules communautaires. Donc il y a une militarisation et communautarisation de ces groupes. Leur mobile, c'est vraiment mettre le désordre dans le pays parce que l'État a un peu abandonné des parcelles de sa souveraineté et nous nous retrouvons dans une situation de non-droit, de zones grises depuis le nord, hein, les zones de Taïkaren, du Témétrine, jusqu'aux abords, je m'excuse, de Bamako aujourd'hui. Donc voilà une situation quand même très complexe de groupes interconnectés du niveau national au niveau international. Alors, Dr Tounkara, je me tourne vers vous. Quelles sont les évolutions actuelles de la situation sécuritaire au Mali et pourquoi c'est pertinent, pourquoi c'est si important d'aller discuter avec les acteurs de l'insécurité?
Merci pour la question. C'est vrai que M. Ba a bien fait de rappeler, pour comprendre cette insécurité, d'emblée, il faut garder à l'esprit qu'un seul phénomène ne suffit pas. Il faut forcément une interaction entre les phénomènes. On a affaire avec des gens qui se battraient au nom du référentiel musulman, qu'on pourrait les étiqueter terroristes ou certains djihadistes. De même aussi d'autres acteurs qui sont dans la criminalité organisée. Aussi des acteurs qui sont dans la migration irrégulière, il ne faut quand même pas l'occulter, notamment toutes les régions dites nord du Mali, de Gao jusqu'à Kidal. On a des Maliens en complicité avec d'autres acteurs non maliens à certains égards, qui aideraient tous ces candidats à la migration clandestine. Au-delà de ces acteurs aussi, Ba l'a bien rappelé, ces questions du conflit locaux, notamment au centre, qui ont fondamentalement pour mobile la question d'accès, de la gestion des ressources naturelles. J'entends par ressources naturelles la question du foncier au centre, par exemple. De même également la manière aussi dont la justice locale est distribuée, au-delà même de la justice étatique. Si vous regardez un peu nos différentes aires culturelles ou nos différentes entités sociales, l'organisation sociale, à certains égards, elle est quand même discriminatoire. Il y a tout un pan d'acteurs qui seraient exclus au nom même de l'organisation sociale. De même, comment comprendre aujourd'hui les dynamiques auxquelles ces différents groupes font l'objet serait, s'il y a une nouveauté, c'est d'assister de plus en plus à une sorte de nationalisation de la violence. En termes simples, on a de plus en plus des Maliens qui évolueraient sous des différentes katibas, que ce soit des hommes qui se reconnaisseraient en Hamadoun Koufa, ou ceux d'Iyad Ghali, ou d'autres également, même de l'État islamique. Donc là, cette endogénéisation, le fait de plus en plus, on a des locaux, des nationaux qui sont engagés dans l'action violente, ça rend la saisie encore plus complexe. Pourquoi la saisie elle est complexe? Parce que le phénomène est évolutif. Si vous regardez les acteurs qui étaient à l'origine de l'insécurité en 2012 et de voir aujourd'hui les dynamiques conflictuelles, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des mutations extrêmement importantes, tant au niveau des profils chez ces acteurs, et de même également les poches. Baladi, on n'est quand même pas à l'abri, même étant à Bamako ici, y compris quelques incursions qu'on assiste également pour les raisons dites du sud du pays. Mais en somme, pourquoi, effectivement, est-il aujourd'hui important de déclencher ce dialogue avec les groupes radicaux violents? Je pense qu'avant de parler de dialogue, déjà, une des exigences qui se poserait à l'État du Mali, c'est d'abord l'identification d'acteurs. Parce que quand on met tout sous la bannière religieuse, déjà, je crois que le début, le diagnostic est mal posé. Parce que beaucoup d'attaques, certes, sont perpétrées au nom du référentiel musulman, mais quand vous creusez à fond, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même de plus en plus des acteurs locaux qui sont dans la criminalité organisée, pour tous ceux qui ont fait Ouattaguna, Ansongo, voilà, une bonne partie même de Boulkessi. Vous avez des Maliens qui sont dans des questions logistiques. Pour se mouvoir d'une localité à une autre, on passe par ces acteurs. Donc, toute cette question d'économie criminelle aussi, est-ce que ces acteurs sont-ils intéressés par le référentiel musulman? Je ne pense pas. Tout cela aujourd'hui qui serait dans la migration clandestine, l'islam, c'est leur dernier souci. C'est là également qui se battraient au nom de cette criminalité transfrontalière. Donc, en somme, avant de parler d'un quelconque dialogue avec les groupes radicaux violents, de toutes sortes d'obédience, il serait extrêmement important qu'on sache avec qui avons-nous affaire. Il me semblerait, de 2012 à aujourd'hui, ce travail n'a pas été sérieusement mené parce que on a cette impression de tout réduire au seul référentiel musulman. Or, quand vous questionnez un peu les textes sacrés, c'est vrai, les différents instruments qui sont envoyés via les réseaux sociaux, quand on les écoute ça et là, on se rend compte que ces différents instruments, certes, questionnent le religieux, mais pas que le religieux. Ils questionnent aussi quand même le foncier, ils questionnent à ce qu'on pourrait même qualifier ces questions de clichés ou de préjugés entre les communautés. Donc pour vous dire que dans le contexte malien, il est extrêmement difficile
justement de déclencher un tel dialogue parce que le contenu va poser problème. On ne sait pas. Est-ce que des gens qui se battraient à Souboundou pour des questions liées au foncier, vous voulez leur parler du Coran, vous voyez que ça ne tient pas. Des gens qui se battraient à Farabougou pour des questions liées à l'accès aux champs ou à la mobilité pour participer à des différentes foires, vous voulez parler de la charia, je ne penserais pas que votre offre serait pertinente. Donc, pour vous dire que les camps maliens, je ne dirais pas qu'il est le seul au monde, mais il me paraît quand même étrange. De cette dimension étrange de la situation malienne, l'usage des termes dialogue avec seulement les groupes radicaux, se référant de l'islam, me paraîtrait un usage biaisé. Monsieur Dakono, alors, quelles sont les réponses qui ont jusqu'à présent été apportées, qui étaient la nature de ces réponses? Est-ce qu'une appréciation peut déjà être portée sur les dilemmes du dialogue ou du non-dialogue? Merci M. Khan pour cette question. C'est vrai qu'au regard aujourd'hui de la croissance de l'insécurité, de l'expansion dans pratiquement une partie de la région sahélienne, on a l'impression qu'il y a une inertie en face du développement de cette insécurité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'inertie. Il y a de nombreuses initiatives, il y a des réponses qui ont été déployées depuis 2012. Mais quand on a une compréhension limitée d'un problème, les réponses qu'on apporte au mieux des cas n'ont pas d'effet, sinon dans le pire, ce sont des réponses qui exacerbent un peu la situation. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, généralement dans le Sahel, et particulièrement au Mali, qui est considéré comme un peu l'épicentre de cette insécurité que la région connaît, et qui, comme cela a été rappelé par M. Ba et Dr Tunkara tout à l'heure, cette insécurité est caractérisée par une confluence de plusieurs menaces. Aujourd'hui, c'est vrai que la tentation est grande de réduire toute l'insécurité à l'activisme des groupes qualifiés de terrorisme, mais la vérité c'est que la menace elle est multiple. Elle se manifeste par la violence liée aux conflits locaux. On l'a observé d'ailleurs en 2019, conflits locaux qui avaient atteint le pic de la violence avec les événements tragiques à Osagu, à Sobanda. Mais ce n'est pas le seul phénomène aujourd'hui qui alimente l'insécurité. On a également la criminalité organisée. Le Sahel, de façon historique, est une zone de trafic. D'ailleurs, quand on parle de trafic, c'est bien entendu de notre point de vue, d'un point de vue normatif, de qualifier ces activités de trafic. Quand on discute avec certaines communautés établies dans ces localités, les questions, ce que nous on qualifie de trafic, est pour ces communautés une activité économique. C'est une activité économique comme moi, je ferais du commerce de sel ici à Bamako ou ailleurs. Donc c'est aussi important quand on parle de cette insécurité, des phénomènes qui l'alimentent, qu'on prenne en compte le point de vue et aussi le sentiment ou la perception des acteurs qui vivent cette insécurité-là vis-à-vis des phénomènes que l'on catégorise ou même souvent qu'on labellise. Et la labellisation, c'est aussi les groupes qualifiés de terroristes qu'on met très souvent pour une aisance de compréhension dans certaines catégories qui correspondent très souvent ou sont décalées avec comment les communautés, elles, qualifient ces différentes catégories. Ceci étant dit, donc on est d'accord que la menace multiple, elle se manifeste à plusieurs égards, mais dans tous les cas, c'est une insurrection armée. C'est une insurrection armée qui se manifeste par le rejet de l'État, le rejet du modèle de gouvernance, et qui a pour animateurs des individus, des communautés qui soit se sont retrouvés dans le cadre du groupe d'autodéfense et de milices, donc impliqués dans les conflits, ou se sont retrouvés dans un groupe qualifié de terroristes pour rejeter le modèle de société incarné par la présence d'une justice perçue comme inefficace, inéquitable, un accès très limité aux services sociaux de base, une inéquité d'ailleurs dans cette distribution. Donc, dans tous les cas, armée, la réponse principale qu'on a apportée, c'est une réponse militaire, incarnée d'abord par la campagne militaire franco-africaine lancée depuis la mi-janvier 2013, qui à travers l'opération Serval et la MISMA, et qui se sont transformés plus tard, s'agissant de l'opération Serval, en opération Barkhane couvrant tout le Sahel, et la MISMA qui s'est après versée dans la MINUSMA. Et plus tard, en 2017, on a également la force conjointe du G5 Sahel qui avait été mise en place et qui était une composante, une réponse militaire d'une initiative plus ancienne qui, elle, visait plutôt à coordonner les actions politiques dans le G5 Sahel. Parce que je crois que pour la plupart des acteurs, les problèmes au Sahel
quelles que soient leurs manifestations, je parle des différentes crises, qu'elles soient sécuritaires, sanitaires ou économiques et même politiques, sont en fait les résultats des défaillances de la gouvernance et de la fragilité de ces États-là. Donc je pense que pleine conscience de cette dynamique-là, la réponse politique à travers le G5 Sahel, donc le secrétariat permanent a été mis en place. Et je rappelle pour la petite histoire que le G5 avait son programme d'investissement prioritaire depuis de 2014-2015, mais qui n'a pas bénéficié de la même attention politico-médiatique au plan international que la force conjointe du G5 Sahel, qui elle aussi n'est autre chose que la réponse voulue par les États de la région depuis 2012. En 2012, quand on mettait en place la MISMA et puis après les débats sur une présence des Nations Unies au Mali pour contenir la menace, la réponse voulue par les chefs d'État de la région à l'époque, c'était une force africaine qui serait adossée au chapitre 7 des Nations Unies. Donc, qui n'allait plus se soucier des besoins de financement, des limites de moyens que les États de la région connaissent, mais qui allait être composée d'hommes, de femmes qui sont issus de la région, qui connaissent les dynamiques et qui sont plus en même d'être déployés. En un mot, donner un visage un peu sahélien à la réponse militaire. Malheureusement, ça n'a pas prospéré et on est chaque fois étonné de voir l'enthousiasme aujourd'hui de certains pays qui étaient opposés à cette réponse, à enthousiasme vers la force conjointe du G5 Sahel. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une focalisation des réponses au niveau, sur le plan militaire. Même les rares fois, je l'ai dit par rapport au G5 Sahel, et l'exemple national au Mali, c'est le plan de sécurisation intégrée des régions du centre, qui avait une ambition large au-delà des questions sécuritaires, qui comprenait des questions de gouvernance, des questions de communication, d'autres questions connexes, mais qui, dans les faits, n'a été mise en œuvre effectivement que sur le plan sécuritaire. Le pire qu'aujourd'hui, quand on demande de faire le bilan, on vous dira le nombre de commissariats réhabilités, construits, le nombre d'effectifs de police, d'agents sécuritaires redéployés dans le centre du Mali. Alors que c'était 4 composantes, les 3 autres composantes ont été réduites à leur portion congrue avec une focalisation sur la réponse militaire. Donc oui, il y a eu de nombreuses initiatives avec beaucoup de moyens et de ressources humaines, financières déployées, mais le tropisme militaire a fait que ces réponses militaires, en fin de compte, n'ont pas permis de mettre fin à cette insécurité parce que les facteurs sur lesquels prospère cette insécurité sont structurels et sont de plus en plus endogènes, tels que rappelé par M. Ba, pour reprendre ces termes, une nationalisation de la violence que nous on appelle endogénisation de cette menace-là. Voilà ce que je peux dire en termes de réponse et de l'analyse de ces réponses-là menées ou envisagées jusque-là. L'intervention française, la présence d'aménagement, le tout militaire n'a pas visiblement réglé les problèmes. Puis à vous, M. Ba, sur la question du dialogue avec les djihadistes, déjà la terminologie djihadiste, peut-être qu'on pourrait en reparler. Est-ce qu'il faudrait uniquement discuter avec les djihadistes maliens? Bon, c'est une question complexe. D'abord, vraiment, M. Tunkara et Dakono, ils ont quand même bien campé la problématique. C'est-à-dire le débat aujourd'hui sur le dialogue, il va falloir quand même qu'on se comprenne sur quoi il faudrait faire le dialogue. On en parle, mais au fond, nous oublions que nous avons eu un processus depuis 2012, depuis que la crise a pris une tournure grave. Sinon, ce n'était pas 2012, mais 2012, c'est l'aboutissement. La réalité, c'est que nous n'avons pas de stratégie de dialogue. C'est ça la vérité. Et les autorités maliennes ont des approches différenciées. Mais qu'entendez-vous par stratégie? Non, une stratégie de dialogue, c'est quoi? Et nous avons affaire à des groupes insurrectionnels, variés, avec des motivations différentes. Il y en a qui partent sur le secteur de l'islam, qui disent que nous voulons implanter du djihad au Mali. C'est les groupes du djihadistes qui sont là encore, même entre eux, différents. Il y en a qui pratiquent un djihad défensif et d'autres un djihad offensif. Il y en a qui veulent gérer les localités en s'appuyant sur la légitimité et aller en douce et donner des instructions. Il y en a qui disent que non, nous allons mettre en place notre système, notre corpus théologico-politique basé sur des connaissances historiques. Je parle par exemple de Dawat al-Islamia qui s'est implanté jusqu'au dans le centre du Mali, qui est originairement lié à Daesh.
Et de l'autre côté, le groupe de la Katiba Massina qui est lié au GNIM et à ACNIM. Donc le problème, les motivations. D'autres ont des motivations d'insurrection contre l'impunité, contre l'injustice, des procès qui n'ont jamais été tranchés depuis 100 ans. Et là, je vais vous sortir des choses très simples. On va parler des choses claires sur le terrain. Et quand vous rassemblez tout ça, dans un pays, on ne peut pas s'élever comme ça, on dit qu'on fait un dialogue. Il y a des préalables au dialogue. Pour moi, il y a des prérequis. Ces prérequis, quand vous prenez depuis 2012 notre parcours, c'est que nous avons développé chaque fois des séquences. Nous n'avons pas achevé nos processus. On a fait le pacte national en 2012. On a intégré des mouvements. On a engagé un processus DDR, mais on s'est retrouvé quelques années après, en 90, je parle de 90, pas de 2012, en 2006, à une 4e rébellion. Et là, tout le processus a été remis en cause. Les gens ont abandonné l'armée, ils sont partis rejoindre les groupes. À un 3e niveau, en 2012, là, on a vu un effondrement de l'État et ce qui vient de dire M. Dakono, une situation complexe avec une envergure internationale et puis une influence des groupes internationaux. Donc du processus du pacte national, on l'a abandonné et après on est parti à un dialogue en 2012 à Ouaga avec l'accord de Ouaga. Après on est parti à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de définir une stratégie où les Maliens disent, voilà nos prérequis, par exemple la question du débat doctrinal. Nous voulons discuter avec les groupes armés dits djihadistes, sur quelle base? Parce qu'il y en a qui pratiquent un islam sur le terrain, peut-être qui ne correspond pas à notre islam que nous connaissons. Parce que nous sommes, d'une façon générale, dans l'islam malikite, qui est fréquent dans les pays du Sahel et du Maghreb. Mais n'oublions pas qu'il y a l'islam issu du Hanifa, la vision du Coran au Mazhabou Hanifa. Abu Hanifa. Il y a l'islam issu du Coran de Shafi'ou. Il y a l'islam issu du Coran de Hanbala, Amadou ibn Hanbala, et même Al-Bayti, c'est-à-dire c'est l'islam des chiites. Nous avons ça, c'est les 5 plus connus, mais il y a au moins une quinzaine dans le monde. Donc face à ça, si nous voulons faire un débat sur l'islam, il faut qu'on sache d'abord quel est le prérequis du débat que nous allons mener avec eux, quelle est la valeur ajoutée de nos ulémas. Deuxièmement, le pluralisme juridique. Aujourd'hui sur le terrain, les djihadistes sont en train de gérer tous les conflits depuis 100 ans. Dans le centre du Mali, après 2015, les cadis, ils ont pris en compte tous les conflits liés aux ressources dans le delta. Vous savez, le delta est une poudrière. Il y a l'accès aux ressources naturelles, il y a les problèmes d'héritage, il y a les problèmes de succession, il y a les problèmes des pêcheries, il y a les problèmes des forêts naturelles, les droits, il y a les problèmes entre autochtones et allochtones. Ils ont appelé ces gens, ils ont géré, en tout cas selon leur vision, et ils ont établi un ordre. Les cadis, je ne vous interromps pas, les cadis, les juges islamiques. Les juges islamiques. Ouais. Bon, ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau est la question des destructions des villages. Aujourd'hui, si vous faites un tour d'horizon entre les zones du Sénat et les zones du Delta et les zones exondées ouest-est, il y a plus de 300 villages et hameaux détruits, des biens emportés, des cases brûlées, des greniers brûlés. Ces gens, ils attendent. Et ces gens ont été les rejoindre. Ça, c'est le 4e point. Quel type de réparation? 5e point, il faudra aussi voir aussi, d'une façon générale, quel type même d'État nous allons mettre en place. Vous pensez que, parce qu'il y a un État à Bamako, parce que les gens rentrent dans les banques, ils prennent l'argent, parce qu'on rentre dans les Sotrama tranquillement, on va, on mange, on prend un peu de haricots, et puis on met un peu de pain là-bas, c'est terminé? Non, je vous en prie. Aujourd'hui, sur le terrain, et toutes les zones rurales, pratiquement, sont occupées par ces gens. C'est leur gouvernance, c'est leur mode d'action, c'est leur violence. Donc voilà un corpus d'éléments sur lesquels aujourd'hui un État stratège doit s'appuyer pour engager un dialogue. On n'engage pas un dialogue comme ça. Et je termine en disant que l'Algérie a engagé ce qu'on appelle la concorde. Ils n'ont pas eu besoin d'ONG, je ne rien contre les ONG. Ils ont mis un système et puis ils ont engagé ces gens, ceux qui doivent être intégrés ont été intégrés, ceux qui ne veulent pas, ils ont engagé un combat meurtrier contre eux. La Mauritanie a engagé un débat doctrinal. Depuis 10 ans, ils ont retrouvé les djihadistes en prison, ils ont discuté avec eux, il y en a qui ont accepté, ils ont engagé des programmes locaux de développement. Nous, on a trop de stratégies. On a la stratégie du haut représentant du président de la République pour le centre du Mali. Et pour le Mali, le haut représentant du président de la République, rattaché à la présidence. On a le cadre de gestion politique qui est rattaché au centre. On a 6 ministères qui travaillent sur le dialogue.
des ministères de souveraineté. On a des organisations internationales, dont vous connaissez, c'est pas la peine de les citer. On a des ONG nationales. On a des structures intermédiaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les structures locales, comme Tel pour la Cour, Guinée-Dogan. On a des structures endogènes. On a la communauté internationale avec plus de 10 organisations internationales. On a plus de 50 instituts de recherche depuis 2012 sur le Mali. Vous pensez qu'on peut travailler comme ça? Merci beaucoup. Voilà la situation. Merci pour tous ces éclaircissements. Docteur Tounkara, la force militaire, à votre avis, est-ce qu'elle sera suffisante pour mettre fin au djihadisme au Mali et dans la zone du Liptako-Gourma, autrement appelée la zone des 3 frontières? Sinon, quels sont les autres types d'interventions adaptées à la situation en complémentarité ou non de la solution militaire? Non, les réponses militaires sont indispensables, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Pour preuve, de 2012 à aujourd'hui, elles n'ont jamais cessé, qu'elles soient conduites par l'armée malienne ou par les partenaires du Mali, en l'occurrence l'administration, la force Barkhane française et même la force conjointe du G5 Sahel. Mais ce qui est important, s'agissant de comment élargir toute une gamme de réponses face à une menace aussi complexe, c'est tout évolutif. Si ça ne tenait qu'à la complexité, mais vraiment c'est le caractère évolutif qui a encore davantage compliqué la situation. Mais je pense que s'agissant de ces groupes radicaux violents avec le référentiel musulman, il me semble, avec eux seuls, les dialogues, s'ils sont sincères avec les textes, il est facile. Pourquoi il est facile? Si vous lisez le Coran, il y a 12 versets qui pourraient signifier djihad dans le Coran dans son ensemble. Quand on prend ces 12 versets, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font foi dans toutes les écoles doctrinales musulmanes. Par exemple, à Siyar, à Tarihi, ou à Siyar, ou à Maudoui. En fait, de façon simple, il y a ce qu'on appelle le contexte historique. Dans quel contexte ces différents versets ont été révélés. Il n'y a vraiment pas d'équivoque à propos. De même également, est-ce que ce sont des versets qui concernent l'ensemble de la Oumma, hein, ou ce sont des versets qui ne concernent qu'une partie, hein, donc circonstanciée? Il y a ce qu'on appelle al-Juz'i ou al-Kulli. Mais je pense qu'en toute objectivité, quand on lit les différents enseignements qu'on a de Hamadoun Koufa, il y a Dagali, même Sahrawi et d'autres, clairement, les réponses théologiques peuvent, en tout cas, contraindre ces explications. Parce qu'effectivement, l'argumentaire soutenu par ces différents groupes, théologiquement, on peut les déconstruire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, toute la complexité de la question, voilà, le référentiel musulman est brandi, mais derrière, il y a d'autres motivations. C'est ça le contexte malien, justement. Ce qui rend davantage plus compliqué, parce qu'on a quand même endogénéisé, pour reprendre Baba, on a donné une dimension nationale à ces questions de la violence. L'armée, elle fait le sommier, mais il est quand même important entre Maliens qu'on reconnaisse aussi que on a quand même une armée qui est difficilement acceptée dans sa configuration actuelle. Dans ces endroits, on pourra aujourd'hui aux attaques terroristes pour des raisons très diverses. Depuis le président Moussa Traoré aujourd'hui, certains éléments de force de défense et de sécurité ne s'étaient pas comportés de manière orthodoxe vis-à-vis de ces localités. Ces comportements peu orthodoxes, dont ceux-ci ont fait l'objet, continueraient aujourd'hui à faire l'objet d'étiquetage pour des éléments aujourd'hui qui n'ont même pas intégré les différents corps sous Moussa. Vous voulez parler d'exaction? Que ce soit les questions d'exaction. Imaginons, on est quand même à Bamako, on n'est pas à Boni ici. Au terme de cette conférence, vous croisez des policiers au carrefour. Entre nous ici, nous avons tous nos papiers en règle. Bon, on est quand même inquiet. C'est à vérifier. Bon, enfin, beaucoup. Moi, j'ai mes papiers en règle. Ah oui, d'accord. Les papiers sont en règle. C'est mieux. Mais quand je croise un policier, ou quand un policier me siffle, je suis inquiet. Donc ça interroge la question de l'utilité de l'État. Je pense qu'on parle du redéploiement de l'État, mais il faut vraiment ajouter systématiquement le redéploiement d'un État utile et redevable. Moi, je ne veux pas un agent de la justice qui me conçoit comme une marchandise. Je ne veux pas dans mon pays ou dans ma localité un élément de la garde nationale ou des eaux et forêts
qui conçoit toutes ces femmes qui partent dans les différentes foires comme des marchandises. Je ne veux pas un médecin qui voit le patient comme un fonds de commerce. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que si nous ne travaillons pas sur ces questions quand même qui me paraissent très dynamiques, ce n'est pas la France qui raquetterait au poste de contrôle de Ségou ici. Si vous partez juste à Ségou ici, à l'entrée, il y a quand même la police qui entre dans le véhicule. Tous ceux qui ne sont pas munis de leur pièce nationale d'identité sont quand même raquettés. De même également, vous allez devant, il y a la garde nationale. Donc pour vous dire que si nous n'apportons pas de réponses à ces dysfonctionnements internes, tout en... On ne va pas occulter non plus l'apport aussi de l'international dans les dynamiques conflictuelles. Merci beaucoup. Alors Baba, il y a M. Ba qui parlait tout à l'heure des stratégies. Si on doit aller à ces dialogues, comment faudrait-il l'aborder et pour quel but? Je pense que, et là je crois que votre question résume un peu l'interrogation et l'inquiétude de M. Ba. Avant d'aller au dialogue, il faudrait s'accorder sur quelques préalables. Et le premier de ce préalable-là, c'est quelle est la finalité recherchée par rapport à ce dialogue-là. Puisqu'on est tous d'accord que les problèmes sont structurels, et les facteurs sur lesquels prospère l'insécurité ne peuvent pas être endigués, on ne peut pas y mettre fin à travers une réponse militaire. Et même là, je crois que Dr Tounkara l'a dit, c'est important de le rappeler, quand on parle de l'inefficacité de la réponse militaire, on a tendance à penser qu'on rejette la réponse militaire. Ce n'est pas un rejet de la réponse militaire, c'est que la réponse militaire, dans tous les cas, elle est insuffisante à elle seule. Elle doit être accompagnée d'autres types de réponses, puisque depuis maintenant presque une décennie, de janvier 2012 à janvier 2021, on aurait atteint une décennie de crise au Mali et plus largement dans le Sahel. On a tenté une réponse militaire, on a focalisé l'attention sur la question militaire, mais on n'est pas parvenu à mettre fin à cette insécurité. Et je pense que la première chose, c'est de comprendre que la réponse militaire à elle seule n'est pas suffisante, même si elle est parfois indispensable. Maintenant, sur les autres types de réponses, le dialogue, il doit être conçu comme une réponse complémentaire. Et il n'est efficace que quand il rentre dans une meilleure articulation avec les autres types de réponses, qui sont la prise en charge des questions de gouvernance. Et là, je veux peut-être rappeler quelques leçons et enseignements qu'on peut tirer de quelques accords locaux qui ont été obtenus à la suite de discussions, justement avec les groupes qualifiés de terroristes, à l'initiative des communautés qui ne vivent pas la même tranquillité que nous ici à Bamako ou dans la plupart des grandes villes, et qui sont obligés d'avoir ces discussions avec ces groupes pour le minimum vital, pour avoir une activité économique. Et je crois que les acteurs humanitaires également ont ce type de discussions pour avoir l'accès humanitaire à certaines communautés qui sont dans le besoin. Donc tout ça pour dire que ces processus de dialogue-là, même si on l'envisage d'un plan institutionnel national aujourd'hui, n'est pas nouveau. Les communautés tout le temps discutent avec ces groupes qui sont les véritables maîtres du terrain, maîtres des lieux, qui pour avoir l'accès aux foires, qui pour avoir l'accès humanitaire, qui pour pouvoir exercer son activité économique. Et l'une des leçons qu'on tire de ces différents accords locaux, c'est que d'abord, les discussions ont lieu en trame de fond, en rejetant ou en pointant du doigt la responsabilité de l'État qui lui est absent. Tout le monde se met d'accord, ok, non, ça c'est la responsabilité de l'État, il faut que ça soit pris en charge, il faut que ça soit pris en compte. C'est soit, dans le rare cas, la responsabilité de la collectivité, qui sont dans tous les cas démunis face à l'ampleur du problème. Par collectivité, je pense aux maires et aux différents conseillers qui d'ailleurs sont soit en déplacement, mais quand même dans tous les cas sont démunis. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens aujourd'hui pour faire face à l'ampleur de la demande qu'on observe dans ces communautés-là. Donc cet enseignement, c'est que l'État est un acteur clé, puisque sa responsabilité est pointée, et je crois que je le disais tantôt, il y a un rejet de cet État-là. Et ce n'est pas le rejet de l'État en tant que tel, c'est le rejet du modèle de gouvernance, c'est le rejet du modèle de justice, c'est le rejet du modèle de distribution des services sociaux. Et aussi, c'est le rejet de certaines pratiques locales, il faut le dire aussi. Nous sommes également dans les communautés
ou des communautés très hiérarchisées, où la stratification sociale n'est pas acceptée par tous. L'arrivée des groupes extrémistes violents a été perçue par certains comme une opportunité d'inverser, de renverser. Et c'est des questions qui doivent également être prises en compte dans la perspective d'un dialogue. Mais le plus important, c'est de se dire, on va dialoguer pourquoi? Et donc, quelle est la finalité recherchée? Je pense que dans tous les cas, que ce soit du point de vue des leaders de ces groupes-là, parce que quand on discute avec eux et qu'on dise on veut que la charia soit appliquée, la question c'est pourquoi que la charia soit appliquée. Et là, on se rend compte que parce que l'application de la charia nous permet un meilleur accès à la justice, en tout cas une justice qui est plus acceptée que celle qui est offerte aujourd'hui dans le cadre de l'État moderne que nous connaissons. On veut un meilleur accès à certains services sociaux. On veut une équité entre les différentes composantes de la société. Et c'est de leur point de vue tout ce que la charia permet. Donc, même la demande ou la bannière de la charia ou d'un islam rigoureux, en fait, ne vise en toile de fond qu'une meilleure gouvernance. Et quand on vient, ça c'est le niveau des leaders, quand on vient au niveau peut-être de la base combattante, on a eu la chance de discuter avec un milieu depuis 2016 dans le cadre de processus de recherche, on se rend compte que les logiques d'engagement dans les groupes sont multiples. Il y a les questions de protection, il y a le rejet de l'ordre social. Je sens votre souffle chaud. Je vais peut-être terminer tout de suite parce que c'est important. C'est aujourd'hui le débat qui manque. Le débat est resté figé aujourd'hui sur dialoguer ou non. D'une part, ceux qui pensent qu'il faut dialoguer et d'autre part, ceux qui pensent qu'il ne faut pas dialoguer. Je pense que c'est important également que ces questions de fond soient soulevées et qu'on puisse en discuter. Je suis aussi conscient que ce cadre très limité ne permet pas de vider ce débat de fond. Mais je vais terminer en disant que du point de vue de la base combattante, les logiques d'engagement sont multiples. Elles partent de désir de protection au rejet de l'ordre social. Ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour concevoir l'approche du dialogue. Et ça ne doit pas être perçu comme une discussion avec Iyad Agali ou Amadou Koufa, mais le dialogue doit être perçu comme une discussion sur le modèle de gouvernance, le contrat social entre l'État et toutes les communautés. Et de ce point de vue, c'est un dialogue, eux par le haut, donc les leaders des groupes, mais également un dialogue par le bas, toutes les communautés, y compris celles qu'on considère aujourd'hui comme des parias. Merci beaucoup, Baba Dakono. Je rappelle juste qu'on a juste le temps d'une mi-temps de football, 45 minutes pour cette première partie, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Ba, les groupes pourraient dire non au dialogue, et même si certains y adhèrent comme garantir l'effectivité des potentiels accords qui seront obtenus. Et quand on sait par exemple qu'à Farabougou, un tel accord a été obtenu donc avant d'être rompu. Bon, franchement, la question a été très bien expliquée par M. Dakono. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment la question essentielle, c'est quels sont les moyens du dialogue. Il y a eu plusieurs dialogues dans le pays, on l'a noté. Il y a des dialogues au niveau local avec les ONG qui ont été menés, les dialogues institutionnels. Il y en a il y a plus de 30 accords dans le centre du Mali. Mais la question est beaucoup plus complexe que tout ça. Et vous avez parlé de Farabougou. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Mais pourquoi ne pas trouver un niveau d'abord superstructure de dialogue pour voir, parce qu'on a affaire à des gens, des acteurs, des groupes, on voit des têtes, et il y a aussi ceux qui soutiennent les têtes en bas. Et les gens disent toujours Koufa et Iyad, mais les gens oublient qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette affaire pour des raisons de communauté, des raisons de conflits non gérés, des raisons de situations sociales non gérées, des raisons de relations de pouvoir, des raisons de remise en cause de la gouvernance. Donc, avant d'arriver à Farabougou, il est bon qu'on voit quel est le niveau qui permettrait aujourd'hui de trouver un consensus national. C'est ça le problème dans notre pays. Depuis 20 ans, on n'a pas défini ce cadre, soit des acteurs moraux, comme certains l'ont. Il y a des pays qui ont des référents moraux. Le Moro Naba au Burkina Faso, je donne l'exemple. Il y a des pays qui ont mis un État avec des institutions, et des références, des médiations de l'État. Donc ici, on n'a pas une unité d'action pour dire voilà notre référence au niveau de l'État. Voilà notre référence au niveau des autorités morales. Tout récemment, il y a eu le collège des leaders religieux le mois de juin. Les Maliens ont vu
l'imam Mahmoud Diko, le shérif Madani Haidara, le cardinal Jean Zerbo, le révérend pasteur Yatara, les familles fondatrices. Moi qui vous parle personnellement, je me suis impliqué et à travers l'imam qui a pris cette initiative. Mais je vous assure que si cette initiative avait pu être mise en œuvre sous forme de plan d'action, on aura au moins un collège d'acteurs au niveau de la superstructure, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas mobiliser dans le pays plus que ces gens, en termes de niveau élevé d'acteurs moraux. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'initiative à la base. Il y a beaucoup d'initiatives. Si vous regardez, il y a même trop d'initiatives. Et les acteurs, même sur le terrain, vous disent eh bien, écoutez, comme vous avez trop d'initiatives, nous, si on n'est pas pressés, on vous attend. Si aujourd'hui, on doit aller à Farabougou, on a géré un moment, un problème à Farabougou. À Farabougou, le Haut Conseil islamique a géré la calmie pour que les communautés puissent revenir ensemble, qu'on puisse aller au champ. Mais le gros problème, c'est que le droit applicable n'a pas été clairement défini. Il y en a qui se réfèrent aux groupes armés djihadistes, il y en a qui se réfèrent aux milices locales. Donc très vite, on a vu la divergence, parce que comme ce n'est pas un dialogue large, c'est-à-dire comme Alger où il y a la communauté internationale, il y a le Mali, il y a les pays voisins, ici c'est des négociations secrètes, avec les maîtres des lieux, avec des conditionnalités. Ça, c'est des éléments. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on définisse la stratégie pour terminer. Le deuxième point, qu'on ait des référents. Troisièmement, qu'il y ait un consensus des Maliens. Est-ce que l'armée est d'accord sur ce dialogue? Des militaires qui ont été tués sur le terrain. Est-ce que la communauté internationale est d'accord? Vous avez vu la position de certains partenaires comme la France? Parce qu'ils disent qu'il y a quand même des acteurs internationaux avec lesquels on ne peut pas discuter. Il y a aussi, même ici, au niveau de Bamako, la classe politique, la divergence. Donc, on n'a pas un consensus national qui nous permet de dire aujourd'hui, nous, au Mali, voilà notre approche, voilà ce qu'on veut résoudre dans 10 ans, dans 15 ans. Nous sommes dans des calculs, nous sommes dans des situations vraiment difficiles parce que l'État a sa vision, les communautés ont leur vision, les acteurs politiques ont leur vision, la société civile a sa vision, les ONG ont leur vision. Et vous voyez ce que ça donne dans un pays. Merci beaucoup, M. Ba. Alors, on va terminer ce premier tour de table avec vous, docteur Tounkara. Qu'est-ce qu'on peut espérer du dialogue? Vous avez 5 minutes pour boucler cette première partie. Non, je pense que le dialogue, il faut quand même le rappeler, il a été exprimé comme besoin vital par des Maliens qui ont pris part aux différentes assises, notamment à la conférence internationale, et également les différentes recommandations formulées à l'issue du dialogue national inclusif. Et le choix, il est pertinent. On a vu, dans aucun pays, l'action terroriste, on est arrivé à son terme par des seules réponses militaires. Donc, qu'on les déclenche aujourd'hui ou pas, on finira toujours par dialoguer. Mais en fait, la particularité du camp malien, c'est cette multitude d'acteurs de la terreur. Les entrepreneurs de la violence sont tellement pluriels, au-delà de la pluralité, ils sont complexes et évolutifs. Ouais. Lundi, ils sont avec la plateforme, le mardi, ils sont avec la coordination mouvement de la Zawad, le mercredi, ils sont avec Al-Qaïda, le jeudi, ils sont avec l'État islamique. Ouais, donc, c'est pour vous dire combien, dans le contexte malien, il y a vraiment il y a de la graine à moudre en toute objectivité. Maintenant, je pense que, prime abord, avant de déclencher une telle offre de dialogue substantiel, il serait bon de cartographier les différentes poches de violence. Ça, ce travail n'est pas fait d'abord. Quelles sont les recettes à proposer pour Farabougou? Parce que ce qui pourrait être une début de solution à Farabougou peut ne pas l'être à Ouattaguna, peut ne pas l'être à Gao, peut ne pas l'être à Souboundou. Ouais, donc c'est pour vous dire qu'il est extrêmement important de sortir des recettes toutes faites. Il y a tout un travail préalable d'identification d'abord des différentes poches d'insécurité, les acteurs qui sous-tendent cette insécurité, l'interaction entre les acteurs. Une fois que tout cela est connu, il me paraîtrait, effectivement, c'est à partir de cet instant qu'on peut effectivement dire, voilà la vision du Mali du dialogue avec tous les entrepreneurs de la violence, y compris les groupes d'autodéfense. Mais vous ne pouvez pas décréter, heureusement que l'État a démenti, réunir tous ces groupes sous la bannière du Haut Conseil islamique, c'est quand même
trop réducteur. Imaginons. Facilité? Non, le Haut Conseil islamique, en fait, le fait même, je ne suis pas tout contre le Haut Conseil islamique, mais le fait même de désigner le Haut Conseil islamique pour déclencher un tel dialogue avec les entrepreneurs de la violence est un témoignage éloquent de la méconnaissance des dynamiques conflictuelles et surtout un témoignage aussi, si vous voulez, marqué de la méconnaissance même du Haut Conseil en question, parce que les gens sont au sein du Haut Conseil majoritairement pour des questions d'obédience religieuse. Ils sont là-bas non pas parce qu'ils ont une connaissance avérée de la théologie musulmane, parce qu'ils sont de la Tijaniya, ils sont de la Qadriya, ils sont du Shia. Ouais. Lorsqu'une organisation fêtière est constituée sur des bases scientifiques, ce n'est pas évident qu'on confie un tel travail aussi méticuleux. Mais je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Le dialogue, il est indispensable. On a vu avec l'Afghanistan, avec la Syrie, avec l'Irak, aucun pays, les réponses militaires à elles seules ont pu mettre un terme à l'action violente perpétrée au nom du référentiel musulman. Mais le cas malien, je le répète, il n'est pas que religieux. Il est économique, il est anthropologique, il est même géopolitique. On ne peut quand même pas nier non plus aussi. J'avais 40 secondes pour vous. 40 secondes, voilà. Donc, pour vous dire que, attention, le choix du dialogue, il est à saluer. Les approches et les méthodes qui doivent guider ce dialogue avec les groupes radicaux violents nécessitent effectivement une réunion d'expertise. Laquelle réunion d'expertise doit évoluer également sous la coupole des acteurs neutres, pas que religieux, comme le Haut Conseil islamique. En tout cas, merci beaucoup aux trois panélistes. Nous sommes au terme de cette première partie, 45 minutes pile poil. Pas de prolongation ou encore de prorogation, c'est selon. On va donc vous permettre, chers participants à ce débat, on va vous permettre de poser vos questions aux panélistes. On va prendre 5 questions, mais je vous inviterai vraiment à répondre de façon concise. Vous aurez deux petites minutes pour peut-être faire vos observations, pour poser des questions. La technique, si les micros sont déjà prêts dans la salle et s'il y a déjà des volontaires, oui, je vais... Ouais, donc, ça tourne à gauche. Hein. Ok. On va commencer par... ok, allez-y. Vous allez vous présenter. Et puis voilà, vous... Merci. Elhaji Babaïda. Merci pour les éléments de compréhension. Mais je voulais parler de l'historique de ce que nous vivons et des différentes facettes. Ce qui aujourd'hui est en cours, c'est comment se construire l'insécurité. C'est toujours ce qu'on cherche. Mais cette insécurité a commencé par quoi? Rébellion armée et demande de partition du Mali. Il y a eu des réactions. À cela s'est ajouté qu'en 2012, le nord du Mali s'est trouvé dans une situation calamiteuse, de l'occupation du nord du Mali jusqu'à tout parti. Donc, M. Ba a tout de suite rappelé qu'il y a eu beaucoup de choses faites. Mais c'est parce qu'à chaque élément de l'évolution, l'État cherche un élément de réponse. C'est ce qui nous a amené à tout ça. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit au centre. Donc ces éléments ayant été faits, le premier point d'insécurité, c'est d'abord la partition et le MNLA pour diviser le Mali. On a abouti dans le dialogue à la mise à accord de l'accord de paix d'Alger, qui jusqu'à présent ne trouve pas solution. Et pourtant, à Kidal, il n'y a pas de djihadisme qu'il y a au centre. Il y a pourtant une partition du pays qui est consacrée. Il faut donc trouver une solution pour ça. Il y a maintenant ce qu'on a appelé djihadisme, terrorisme, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots qui ont été utilisés. Ces mots-là, il faut leur trouver des solutions. Qui sont les acteurs? Et comment aller à eux? C'est vrai, je suis d'accord avec vous, il faut harmoniser la stratégie pour pouvoir parler. Mais il faudrait-il maîtriser l'ensemble des éléments d'insécurité et aller en face de ces gens-là. Avec quel argument? Avec quelle proposition? Je ne vais pas monopoliser la parole, cependant, il faudra quand même que l'on comprenne la complexité du problème malien.
c'est très complexe et c'est multiforme. Je suis parfaitement d'accord avec vous par rapport au choix non opportun de l'organe islamique pour aller à la négociation. C'est vraiment une grosse faute, une grosse erreur. Maintenant, je viens à un dernier point. Excusez-moi. Oui, allez-y un peu rapidement quand même. Hein. Oui. C'est juste une remarque. Quand vous avez parlé de... Parce que tout le monde parle de djihadisme, on parle des deux têtes, Amadou Koufa et Iyad Agaï. Je vais donner quelque chose, une idée. J'étais député de Tombouctou. Quand en 2012, ma circonscription s'est trouvée dans une situation d'occupation, et le chef est venu faire le tour de son territoire, Iyad était à Tombouctou. Je le connaissais avant. Je l'ai appelé au téléphone. Iyad, il me parle arabe. J'ai dit non, Iyad, c'est Sandi Yaïdara. Je sais que tu comprends français. Parle-moi français. Il m'a répondu en français. Je lui ai dit, bon, en tant que député, on a quand même des problèmes, on est préoccupé par la situation de Tombouctou. Ni départ, ni sortie, tout le monde est occupé, les populations vont avoir des problèmes. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il faut qu'on vienne voir nos populations et qu'on trouve une solution. Il me dit, la condition, je suis prêt à vous recevoir, mais la condition, c'est que vous démissionnez de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi? Il me dit, mais oui, parce que vous pensez que vous rentrez dans une salle pour voter des lois. La loi appartient à Dieu. Alors si vous ne démissionnez pas, je ne vous reçois pas. Donc c'est pour dire, voilà la mentalité de ceux face auxquels on va partir. Donc il faut apprendre de ça également. Ok, merci à tous. Moi c'est Abdoulaye Guindo, je suis journaliste, coordinateur de Bembéré. J'ai écouté avec attention les trois intervenants. Monsieur Ba a décrit la situation. Au fait, aujourd'hui, on n'est pas face seulement aux djihadistes. Il y a aussi les milices d'autodéfense qui sont créées pour protéger les populations, mais qui aujourd'hui constituent un problème. Maintenant, Baba, c'est que je suis du centre, hein, je parle sous le contrôle de tous les ressortissants du centre qui sont là. Le débat sur le dialogue n'est pas figé à Bamako. Hein. Dans les zones d'insécurité, les populations ont déjà décidé. Elles sont déjà dans le dialogue avec les djihadistes. Donc, ce débat, c'est nous qui sommes à Bamako, qui arrivons à dormir, qui prenons un petit café, qui figeons le débat. Dans le centre, même mon village a fait allégeance aux djihadistes, on a vu les vidéos circuler. Donc les populations ont déjà choisi, c'est de dialoguer avec les djihadistes, les milices. C'est un instinct de survie. Maintenant, la question que moi je voudrais poser est comment, parce que ces populations n'ont pas de stratégie au fait de discussion. Elles sont juste guidées par l'instinct de survie. Donc elles font allégeance aux milices, aux groupes djihadistes. Et souvent elles sont même pris entre deux feux. Parce que tantôt quand elles signent avec les djihadistes, c'est les milices qui viennent après les persécuter. Ensuite, elles signent avec les milices. Donc elles sont pris entre deux feux. Maintenant, la question c'est, si on veut décider de négocier avec les djihadistes à Bamako au niveau national, comment pallier ce niveau national et ce niveau local qui est déjà engagé par les populations? Merci. D'abord, félicitations pour... je crois que c'est la 13e édition. Le thème me paraît comme un exercice important de clarification ou de facilitation de l'initiative du dialogue. Alors, dans vos différentes interventions, les trois panélistes, je vais dire, vous avez parlé de rejet du modèle de société, rejet du modèle de gouvernance. Alors, je pense que pour cette raison, il faudra que vous fassiez bien sûr le lien avec les réformes en ce moment en cours. Il faut absolument faire le lien. Puisque vous parlez de rejet du modèle de société, du modèle de gouvernance. Et en ce moment, le pays est engagé dans des réformes en profondeur. Vous devez absolument faire le lien. Et en faisant le lien, je pense que les trois panélistes que vous êtes, vous devez aussi donner quelques clarifications
par rapport à l'autre projet de société. Et je pense que Dr Tunkara a utilisé l'expression logique d'engagement. Et mon collègue et ami Boubacar Ba, j'avais l'impression que j'étais en face du philosophe Spinoza. Il a utilisé l'expression corpus théologico-politique. Est-ce que vous tous, vous pouvez revenir à l'instant sur le corpus théologico-politique qui sous-tend la logique d'engagement, parce que cette clarification pourrait permettre un peu de jeter les bases d'une discussion peut-être préparatoire par rapport au dialogue. Et en face, vous avez l'état de droit, le système démocratique, les réformes en cours. Je pense que c'est ça qui est devant nous et c'est cela qu'il faut peut-être éventuellement... Ce sont ces bases-là d'abord qu'il faut jeter pour peut-être répondre à la question comment il faut aller au dialogue, avec quels moyens, avec quels instruments, avec quels arguments. On ne peut pas faire l'économie de cette question. Voilà, à vous. Moi c'est Amara Sidibé. Je suis le coordinateur de la coalition pour le changement. Monsieur Ba, vous avez parlé tantôt de l'abandon de l'État. Qu'est-ce qui explique cet abandon de l'État? Qu'est-ce qui explique que l'État a abandonné une partie de son territoire de façon aussi simple? Monsieur Ali, vous avez parlé de la mutation des acteurs depuis 2012. Cette mutation, elle s'est produite comment? Comment les acteurs nouveaux se sont retrouvés chez les djihadistes au-delà des questions économiques et des questions sécuritaires? Une petite contribution et une question pour Laurent Dakono. Je pense que vous avez tous les trois expliqué un peu comment les problèmes se sont apparus dans ces pays, au centre, au nord, jusqu'à aujourd'hui. Mais les mêmes prémices se trouvent au sud depuis des années. Je prends un exemple sur ma localité, je suis du cercle de Yanfolila, du Wassoulou. Et depuis 3 ans, je ne connais pas un seul village de chez nous où on ne peut pas retrouver sans armes. Je n'en connais pas. Et dû au problème foncier, l'État n'apporte rien comme réponse. C'est des terreaux faciles qui sont là, qui attendent qu'on vienne alimenter. Aujourd'hui, M. Dakono, quelle solution proposons-nous pour ces terreaux-là qui existent au sud dont on ne parle pas? Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Ibrahim Aboubakrin Haïdara. Je suis chargé de suivi et évaluation au Comité national de coordination des actions du G5 Sahel au Mali. Il y a M. Dakono qui a parlé du G5 Sahel et particulièrement du PIP. Alors, il faut dire que le G5 Sahel, à l'initial, quand il a été créé, c'était pour développer et sécuriser. Mais comme les militaires aiment à le dire, c'est le terrain qui commande. Maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut chercher à sécuriser pour développer. Alors, je dois dire ici que la guerre retarde le développement. Mais à l'inverse, le développement aussi retarde la guerre. C'est ça, c'était l'approche du G5 Sahel. Développer pour empêcher la guerre. Maintenant, on n'est pas parvenu à ça. Vous avez parlé du PIP. Le PIP, effectivement, c'est un ensemble de 40 projets pour un coût de 2 milliards d'euros qui a été élaboré par le G5 Sahel. Et le PIP, c'est un instrument de mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité de l'espace Sahel. Dans ce PIP, on ne parle que de projets de développement. On ne parle pas de sécurité. C'est des infrastructures routières, aéroportières, c'est la transsaharienne. Dans le PIP, il est prévu de faire une ligne de chemin de fer qui quitte Nouakchott, passer par Bamako, aller à Ouagadougou, passer par le Niger, jusqu'à N'Djamena. Alors quand on a parlé de ce projet aux bailleurs, notamment l'Union européenne, ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts à nous aider dans ce sens. Nous désenclaver notre espace, ils ne sont pas prêts. Et que c'est un projet coûteux.
Ils sont prêts à nous donner des armes, mais quand on parle de développement, ils ne sont pas prêts à nous aider dans ce sens. Et nous, G5 Sahel, nous nous sommes dit qu'il faut développer pour aller à la lutte contre l'insécurité. Le PIP, les 40 projets, vous l'avez dit, hein, on a un manque de financement. Vous l'avez dit, M. Tounkara l'a dit. Le problème dans l'espace Sahel, G5 Sahel, nous l'avons dit, les militaires l'ont constaté, on a un problème d'effectifs. Étant donné qu'il n'y a pas d'effectifs, étant donné que les armes ont montré leurs limites, nous avons pensé qu'il faut passer par le dialogue. Mais comment dialoguer? Avec qui dialoguer? M. Tounkara a parlé de la multiplicité des acteurs. Voilà l'un des sujets les plus importants. Pour dialoguer, il faut savoir d'abord avec qui dialoguer. Et moi, je pose la question de savoir, ceux avec qui on veut dialoguer, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand des gens vont tirer sur des gens, quand on va tirer sur des gens dans la mosquée, est-ce que c'est pour l'islam? Je dois m'arrêter. Hein? Oui, bien sûr. Okay. Donc, je vous remercie. Alors, il y a 4 questions adressées à chacun. Je crois que vous avez pris note. Il y a M. Guindo Bembere, Abdoulaye Guindo, qui parle du dialogue. La parole à qui veut la prendre? Je peux commencer. Monsieur Ba, pour répondre à Abdoulaye Guindo, très rapidement. Bon, c'est toujours le lien entre la discussion et la réponse. Je pense que les gens se posent toujours la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes au même niveau de vision du dialogue entre le pays virtuel, ici, Bamako et Avion, et le pays réel, toutes ces communautés locales qui résistent, ces chefs de village, ces chefs coutumiers, ces jeunes. Et j'avoue qu'il y a un processus de dialogue qui a commencé sur le terrain, c'est vrai. Il faut qu'on comprenne que les communautés ne peuvent pas être éternellement dans cette situation. Il y a des zones où on a fait 3 ans sans cultiver. Je pense que M. Guindo sait très bien ce qui s'est passé dans la zone de Koro. Et ici, vous avez suivi le travail de Mère Boudino. C'est une dame qui travaille au PAM, elle est à Dakar. Elle a fait sortir un rapport, mais on m'a dit qu'elle n'a pas tellement réagi. J'ai fait une note, une petite réponse. Elle a démontré avec des photos satellitaires extrêmement graves qui montrent des villages détruits, des hameaux brûlés, des greniers détruits. Tu vois les images, c'est sorti dans le journal Le Monde, et ça a été relayé, mais on m'a dit, bon, on a autre chose à faire ici, hein, peut-être. Et les populations ont dit, non, on ne va pas rester comme ça. 3 ans, on ne cultive pas. Alors que Bankas et le Guerrier du Mali, ils ont été voir entre eux-mêmes. L'association Monobéné, dans la région de Mopti Koro, a mobilisé les communautés. Ils ont été se voir, ils ont discuté d'un accord à minimum en 2020. Tout le monde est au courant. J'ai fait un article d'ailleurs, Policy Brief, sur cette question de Koro. La zone de Bankas aussi a commencé. Bon, Banagara, pour des raisons que vous connaissez, il y a des acteurs qui disent qu'ils ne le feront pas. Est-ce que les gens vont attendre qu'on définisse une stratégie au niveau national? Non. Mais de l'autre côté aussi, ces processus vont affaiblir l'État, malheureusement. Si on dialogue sans l'État et que quelques ONG sont à côté, ça va être difficile. Je dis bien, si les gens trouvent la solution eux-mêmes à travers ces cadres, que l'État revienne dans un contexte. Donc à ce niveau, il y a des difficultés. Maintenant, par rapport à mon frère philosophe Badié Iman, qui est un redoutable dialecticien, je m'attendais à cette question. Et à vrai dire, vous êtes quelqu'un qui est très proche de Derrida. Vous êtes toujours dans la déconstruction permanente. Et je me demande même, est-ce que vous êtes plus philosophe que développeur? Et la réalité, quand je parle de corpus théologico-politique, c'est que de plus en plus, on comprend le langage des groupes armés. Le langage de 2015, quand ils entraient dans le Delta, c'était de venir avec violence, en menaçant les chefs coutumiers, en parlant, bon, nous sommes venus, le djihad, mais aujourd'hui, ils occupent le terrain, ils ont formé des gens sur le terrain, à leur idéologie. Renseignez-vous. Comment ça se passe dans la zone de Djamilé? Comment ça se passe dans la boucle du Niger? Comment ça se passe dans les zones exondées? Où ils contrôlent, ils ont des caddies. Donc, ils ont mis en place leur connaissance. Ils ont amené des formateurs avec des livres pour dire, voilà ce que nous vous demandons d'enseigner dans les villages. Voilà le type de formation que nous vous demandons. Donc ça a commencé. Et si on ne fait pas attention, si ces gens-là arrivent à s'implanter, je crains qu'un jour que l'État ne revienne pas dans ces zones. Et enfin,
toujours c'est le même débat. Et l'État est parti. Est-ce que. Bon, l'État est parti. C'est la question de Amarassi. Voilà, l'État est là aussi. Hein. Moi, je pense que quand les légitimités locales sont encore sur le terrain, il y a de l'espoir. Pour moi, c'est le dernier espoir qui reste. C'est-à-dire les chefs traditionnels, les chefs de village, les chefs religieux et les chefs coutumiers. Mais c'est des représentants de l'État. Comme ils disent le contraire. Le chef de village est une structure infra-administrative. Il est lié au maire ou le sous-préfet. L'État est là-bas. Je le dis, je le signe. Mais quel État? Ces gens sont des interlocuteurs de ces groupes. Ils confient les missions de gestion des villages à ces gens. Ils confient la mission de la justice à ces gens. Est-ce qu'il n'est pas mieux que nous, ici, au lieu de nous retrouver dans ce débat complexe, pourquoi ne pas chercher à réunir avec les légitimés locales pour essayer de les encadrer et les sortir? C'est ça la vraie question du dialogue. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ba. Je crois qu'il y a d'autres questions qui ont été adressées à Dr Tunkara et à Baba Dakono. Non, je pense que les questions se recoupent. Très rapidement, Honorable Aïdara a raison de quand même rappeler le pourquoi sommes-nous dans cette insécurité aujourd'hui. Effectivement, le cas de la coordination mouvement de la Zouad reste pas du tout traité. Les mêmes armes qui ont mis le pays à genoux sont quand même détenues par ces événements jusqu'ici. Ni l'État du Mali, ni ses partenaires n'osent critiquer le fait que la Sénat branche armée reste quand même une inquiétude sérieuse pour la paix. Alors donc c'est une question qu'il faudra avoir le courage de le poser. Si on fait le semblant, tous ceux qui sont sur le terrain ne peuvent pas nier à combien parfois certains éléments de la Sénat, même de la plateforme, sont quand même en acquaintance avec le groupe radicaux violents. Bon, nier cela à Bamako, c'est de méconnaître les dynamiques conflictuelles sur le terrain. Maintenant, je crois que c'est bien Guindo de dire qu'effectivement, Baba, Chokba a bien répondu là-dessus. Les accords de sont en cours, mais l'inquiétude au terme de ces accords, c'est d'assister, l'État risque d'assister à ses propres funérailles. Parce que, bon, quand on va assister à des poches d'accords, toute une gamme de poches d'accords, l'idée d'État-nation, elle est quasi nulle. Donc il n'y a rien d'étonnant qu'on trouve des îlots qui seraient gouvernés par d'autres modes de gouvernance qui ne seraient pas du tout ceux ou celui proposé par l'État central. Donc c'est vraiment, ce sont ces craintes-là qui nous amènent à dire qu'il faut aller vite avec une vision nationale de dialogue avec les différents groupes aux armées non étatiques. C'est extrêmement important. Effectivement, je comprends, les communautés sont aux abois. Au bout du tunnel, il faut quand même déclencher un dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue. Il y a quand même des choses immuables, il y a des choses qu'on n'a pas les toucher, telles que le caractère républicain, la forme laïque de l'État, cette question de pluralité des pensées religieuses. Ça sont des choses, entre autres, dont les communautés ne sont pas outillées pour. Je le comprends. Ces gens qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école, comment voulez-vous qu'elles comprennent cette communauté, qu'il y a une constitution, il y a des articles? C'est le dernier souci, la constitution. Alors, très rapidement, philosophe, ouais, non, je crois que Dr Badji a raison de dire qu'il est quand même important aujourd'hui. Quand on regarde toutes ces réformes dont il est question, notamment les assises nationales préconisées par les autorités de la transition, c'est lié aussi de questionner ces assises. Quels sont aujourd'hui ces différents besoins exprimés par les communautés en termes de gouvernance, en termes de pluralité de la pensée, en termes même de l'utilité de l'État, à comment faire en sorte que toutes ces singularités puissent se retrouver dans l'État-nation. Mais j'ai la ferme conviction que les différentes assises ont du mal à questionner le terroir. Parce que, bon, si vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous allez vous rendre compte que trois termes sont importants. L'efficacité, la pertinence et la légitimité. Moi, je peux être très légitime à Bamako, je suis un grand imam. Mais j'ai quelle efficacité en termes de réponse à Koro? Vous voyez, c'est quand même important aussi. Je peux être représentant d'Ina Doga à Bamako ou Taptal Poulakou, mais je représente quoi aux yeux des acteurs aujourd'hui qui sont dans la violence? Je crois que ça, on a vraiment du mal à comprendre que les gens qui sont sur du plateau de télé, ils sont certes légitimes dans les centres urbains, mais en termes d'efficacité, de pertinence des réponses proposées, ils sont loin de l'être. Alors,
Maintenant, s'agissant du M. Sidibé, pourquoi nous assistons à cette mutation à laquelle les différents acteurs font l'objet? La mutation, elle est aussi liée à plusieurs facteurs. Hein. D'abord, à la mutation de l'insécurité, parce que c'était les régions dites nord et progressivement les centres, les sud. Mais dans le même temps, plus le conflit gagne le terrain, moins les services sociaux sont délivrés ou sont livrés. Enfin, voilà. Lorsqu'il y a une insuffisance en termes de délivrance des services sociaux de base, les gens cherchent des stratégies de suivi. Beaucoup ont succombé à l'économie criminelle. Ils détiennent des véhicules. Si vous ne les empruntez pas pour vous rendre dans certaines localités en proie aux attaques terroristes, la probabilité est très forte qu'on vous attaque. Mais si vous passez par ces véhicules, vous êtes sûr d'arriver à destination. Vous voyez donc, nous, on sait chercher, mais on est obligé de prendre ces véhicules et on sait aussi que nous sommes en train d'alimenter l'économie criminelle. Parce que les gars, là, il est quand même un ami au gars. Hein? Il y a un souci là. Ouais, mais que faire? Et de la même manière également, je crois que beaucoup ont aussi, parce qu'on en parle peu, beaucoup d'organisations non gouvernementales n'arrivent plus à opérer dans certaines localités où, à travers leur intervention, on arrive à booster l'économie locale. Donc tous ceux qui vivaient de ces ONG, qui vivaient de ces touristes, n'ont plus de revenus depuis 2012. Donc ils ont développé des stratégies. Et là également, il faut quand même le reconnaître. On parle de vulnérabilité. Mais moi je pense que la vulnérabilité la plus grave, elle est quand même intellectuelle. Quand vous allez dans ces différents endroits en proie aux attaques terroristes, les différents discours qui sont tenus par les groupes radicaux violents, si vous voyez qu'ils arrivent à avoir un ancrage, parce que très souvent ils sont en face des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément les bagages nécessaires théologiques. Tous les bons imams théologiens sont à Bamako. Vous voyez, il y a un problème quand même aussi. Ouais, donc là où ces hommes prêchent majoritairement, il y a des érudits, on est d'accord, à partir du terroir, mais quand vous regardez un peu la complexité de la pensée musulmane, elle demande beaucoup d'années d'études. Cette complexité de la pensée musulmane, quand on l'a, ce n'est pas pour vivre à Hombori, quoi, c'est pour venir à Bongo. Vous voyez, donc cette absence de l'intelligence musulmane du local explique le pourquoi aussi certains font l'objet de cette vulnérabilité. Alors pour finir, voilà, vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce que M. Haïdara Ibrahim, il veut quoi concrètement? En toute objectivité, les demandes varient d'un groupe à un autre, d'une période à une autre. Mais il parle de l'application de la charia pour ceux qui sont vus. Mais quand vous prenez rien que l'expression charia, comme vous lisez, le livre du théologien qatari, d'origine égyptienne, l'islam et le terrorisme, Yusuf Khardawi, c'est un théologien sunnite musulman très respecté, il dit rien que le mot charia, on a 70 significations. Bon. Le fait même de venir assister à cette rencontre est une forme de la charia. Le fait de travailler, faire vivre dignement sa famille et soi-même est une forme de la charia. Donc quand vous dites aux musulmans que vous voulez les appliquer la charia, ils n'ont pas à s'inquiéter. Si toutefois la compréhension charia n'est pas tronquée, n'est pas falsifiée. Pour finir, la dimension violente de la charia, elle est la définition la plus marginale. Les autres 69 définitions ou significations vont au-delà de l'action violente. Donc l'action violente, dans la compréhension théologico-musulmane de la charia, elle est une signification, à la limite, marginale. Donc on ne peut pas réduire la charia au seul fait de la violence. Voilà. Merci beaucoup, docteur Tunkara. Baba Dakono a déjà répondu à sa question. C'est bon pour tout le monde. Les 5 questions. On a décidé de prolonger le débat, mais avec trois questions ou contributions supplémentaires dans la salle, parce qu'on a vu beaucoup de... Sauf si vous avez décidé que j'ai répondu, sinon je ne l'ai pas fait. Qui ne dit mot comme ça? J'ai compris que M. Dakono... C'est dans la base de données. Voilà. On va prendre 3 personnes ici. Ce qu'on va faire, de façon équitable, ici. Voilà, c'est un peu... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente Monsieur Doumbia Ali. Je suis étudiant. Alors, en entendant les panélistes parler, on se rend compte que la situation sécuritaire au Mali est vraiment grave et gravissime. Et voilà, les panélistes ont parlé de la forme, d'abord du dialogue, et ensuite du fond. Maintenant, ma question, c'est un peu en rapport avec
une disposition de la Constitution, à savoir l'article 118, qui met en relief l'irrévocabilité de la forme républicaine et de la laïcité de l'État. Mais il se trouve que le dialogue dont on en parle, ces deux questions de la souveraineté et de la laïcité de la République du Mali se trouvent sur la table. Donc maintenant, ma question c'est de savoir, est-ce que si on doit aller au dialogue, la laïcité dont on en parle et la souveraineté du Mali peuvent être discutables avec ces forces dont on veut engager le dialogue? Est-ce que cela est discutable? Ça, c'est ma première question. La seconde question, c'est un peu par rapport à l'analyse même de l'actualité actuelle du pays sur le plan sécuritaire. Quelle est, en tant que les spécialistes du domaine, quelles sont vos propositions concrètes pour une sortie définitive de la crise sécuritaire au Mali? Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous faites réellement pour qu'on puisse sortir de cette crise qui n'a que trop duré? Je vous remercie. Moi, c'est Siri Traoré, le président de l'association d'Ambé. Au fait, moi, ma question s'adresse à Dr Tunkara. Au fait, lui, il a parlé au Conseil islamique que ces missions-là ne lui parviennent pas. Il a plusieurs casquettes au niveau de cette institution. Maintenant, qu'il nous dise aujourd'hui quel collège qu'on doit mettre en place pour que nous puissions dialoguer avec ces personnes-là. Parce que si vous dites que le Haut Conseil n'est pas bien placé pour dire, au moins qu'aujourd'hui, cherchez-nous des voies et moyens pour que nous puissions dialoguer avec ces personnes-là. Et par peur de talibans qui sont venus au niveau de Afghanistan. J'ai peur que mon pays ne soit pas les mêmes. Il faut que nous cherchions vite des moyens avant que ces gens se rentrent. Parce qu'il suffit juste d'un petit déclenchement que ces gens-là vont rentrer. Et s'ils ont rentré, ni moi ni vous vont se mettre sur les routes de Kati ou les routes de Koulougoro pour les affronter. Ils vont rentrer directement au palais présidentiel. Maintenant, cherchons vite pour dialoguer avec ces personnes-là. Ça, c'était ma question adressée à Dr Tunkara. Maintenant, pour contribution, par rapport à ce dialogue, je suis pour personnellement. Parce que, vous savez, c'était déjà initié avec Imam Mahmoud Diko, comme M. Ba avait dit, qu'il était membre même de ce truc-là, avec plusieurs identités. Je suis d'accord pour ça, parce que mon grand frère même a été victime de cette personne-là. Ils ont pris au niveau Banaba. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils leur ont dit que vraiment, nous, on ne touche pas à vous. Parce que la façon dont on vous a vu, on ne vous touche pas. Et à l'heure de prière, ils ont même dit à mon grand frère, même sans, de prier avec eux. Et les autres étaient armés pour les surveiller. Comme on dit en l'islam, d'autres surveillent et d'autres prient. Ils ont fait ça avec eux et à la fin, ils les ont laissés. Cela veut dire qu'ils ont, une branche ici qui peut discuter. Ils sont plus proches des branches sunnites, même si souvent les choses sont très radicales avec eux, les baptêmes, les tam-tams, le football. Mais je suis sûr qu'ils ont une branche qui peut s'entendre et parler. On va laisser quelque chose, ils vont laisser quelque chose, on va avancer. Je pense que c'est les branches sunnites, quoi. Moi, je suis Boubacar Salif Traoré, je suis consultant. Je suis un peu confus et je me pose un certain nombre de questions. La première question que je me pose, c'est que systématiquement, quand on parle d'insécurité, on a tendance à enlever l'État. Quelle que soit la faute de l'État, on a tendance d'emblée à rejeter ça sur des groupes identifiés. Alors que pour moi, quand un État ne remplit pas son rôle, il devient le premier agent d'insécurité. Vous savez, on parle d'insécurité alimentaire, d'insécurité sanitaire et des problèmes de gouvernance. Vous l'avez tous effleuré, mais personne n'a pointé du doigt, effectivement, le rôle de l'État. Vous savez, la première question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'un pays peut aspirer à une paix sans être capable de choisir des dirigeants dignes de ce nom, à travers des élections libres, crédibles et transparentes? Vous savez, une crise ne tombe pas du ciel. Une crise, c'est d'abord des signes annonciateurs. Et ça fait pratiquement 30 ans que nous avons des signes qui arrivent à chaque fois et qui font monter la tension de la crise, sans que l'État ne réagisse. Vous parlez d'islam. Dans cette zone-là, je pense que
On peut parler de l'islam, oui, mais on nous a appris aussi à analyser les faits en se basant sur l'histoire. L'histoire de cette zone, c'est quand même Amadou Sékou, qui, pendant des siècles, a apporté un mode de gouvernance qui a vraiment très bien marché dans le centre du pays. Donc quand on a vu l'arrivée, je ne critique pas la démocratie en tant que telle, mais effectivement la démocratie malienne est critiquable. Donc quand on a vu l'arrivée de cette démocratie avec son lot de corruption, son lot de spéculation foncière et toutes sortes de népotisme ou autres, il y a lieu de se poser des questions. La question, c'est de savoir pourquoi ces personnes-là ont pris des armes. C'est la première question. Souvent, quand on discute avec ces personnes-là, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ces organisations à caractère religieux ou autre. Ce sont des gens qui sont frustrés, eh bien, comme vous et moi. Aujourd'hui, effectivement, même un citadin de Bamako, vous prenez un jeune, il fait des années d'études, il ne parvient jamais à avoir un poste digne de ce nom. C'est une frustration qui se crée. Pourquoi il ne prend pas des armes? Parce qu'il a d'autres moyens d'expression. On se décharge sur les réseaux sociaux, on se décharge en écrivant des textes. Mais aujourd'hui, le défaut, c'est l'État. On peut animer ce débat pendant des siècles et des siècles, on verra toujours la même problématique. Et face à cet État défaillant, on a un lot d'alliés étrangers qui sont arrivés et qui ont utilisé la même recette que l'État. L'Alliance du Sahel nous a promis pratiquement 11 milliards d'investissements sur des projets de développement, 800 projets. Personne ne peut montrer aujourd'hui où sont logés ces projets. Quand on prend le cas de l'Afghanistan, qui est très intéressant, je vous rappelle qu'il y a quand même 51 nations, 51 pays qui étaient coalisés en Afghanistan. Plus de 2000 milliards de budget, avec plus de 2400 militaires américains tués dans ce pays-là, et les dialogues ont été menés. Et je pense que quand on arrive à un certain niveau, l'offre de dialogue ne dépend plus de l'État défaillant. L'offre de dialogue dépend de ceux qui sont en position de force. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce qui est arrivé en Afghanistan. Quand les talibans ont décidé de dialoguer, ils savaient qu'ils pouvaient récupérer le pays. Et c'est ça qui risque de nous arriver si nous ne faisons pas attention. Donc à partir de ce moment-là, je pense que les réflexions doivent être portées sur un État en tant que premier agent d'insécurité. Je vous remercie. Je crois que la boucle est bouclée, en tout cas du côté de l'assistance. Vraiment un dernier tour de table pour répondre aux questions et pour les derniers mots. Baba Dakono qui aura un bonus parce qu'il n'avait pas répondu à une question. On commence par Baba Dakono qui devait répondre à une question. Je commence cette fois-ci pour qu'on ne m'oublie pas. Qu'on ne décide pas de faire. En plus, je ne vais pas être très long. Je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante quand c'est des conversations. Et qu'il y a des retours. Juste 4 points. Le premier, c'est en lien avec la question de Guindo, avec qui je suis d'accord, je crois que je l'ai dit, c'est à Bamako que le débat est figé. J'ai même pris l'exemple des accords locaux qui sont déjà en cours ou certains qui sont conclus, soit pour accéder au marché, pour exercer son activité économique. Donc je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Et il est très important de connecter le niveau d'échelle. Et connecter le niveau d'échelle, ça veut dire le dialogue tel qu'envisagé au plan institutionnel et national doit prendre en compte ces accords locaux qui, il faut le rappeler, sont des accords ponctuels. C'est pour résoudre des questions ponctuelles au niveau des localités. Accéder aux communautés pour les services humanitaires, aller au champ, exercer son commerce. C'est vraiment ces types d'accords, mais qui doivent être intégrés dans le cadre de discussions nationales. Monsieur Sidibé Amara a soulevé une question très importante. Et l'une des principales leçons qu'on peut tirer du contre-terrorisme ou des réponses qui sont envisagées jusque-là, c'est justement l'absence ou l'échec des mécanismes de prévention. Et je pense que là, la question de Niang Foïla, il y a presque 5 ans, quand on attirait l'attention sur l'ouest du pays, on était inaudible. C'était la même chose quand on le faisait sur le centre. Aujourd'hui, il est très important d'attirer l'attention sur le fait que les facteurs sur lesquels l'insécurité a prospéré au nord, puis au centre, existent un peu partout dans le pays et mettre l'accent sur la prévention. Et justement, le dialogue ne doit pas être cantonné au seul régime de discussion avec les leaders ou pour mettre fin à la violence. Le dialogue, c'est ce que je disais, c'est une boîte à outils, ça doit
contenir beaucoup de choses, y compris cette question de prévention dans les localités. Et je crois que c'est propre à tout le Mali, où on a les facteurs qu'on a vus qui ont sous-tendu le développement de l'insécurité dans le centre. Maintenant, la problématique du lien avec la refondation soulevée par le docteur Badji, elle est très intéressante. Et d'ailleurs, au niveau de l'Observatoire, quand on a initié cette réflexion, on l'a initié en invitant prioritairement le ministère de la Refondation. Parce que pour nous, ce dialogue n'est pas uniquement d'aller discuter avec les groupes armés qualifiés de terroristes pour déposer les armes. Pour nous, c'est une question de contrat social, de renouveau du contrat social entre l'État et toutes les communautés. Et le renouveau du contrat social, c'est vrai que pendant cette période, on ne peut pas aboutir à ce renouveau-là. Pour nous, c'est un processus qui se construit sur le temps. Le processus de délitement de l'État au Mali a pris un temps long. Le processus de reconstruction de cet État-là, avec la contribution de toutes les communautés, prendra également du temps. Et un processus, c'est des étapes. Et même le dialogue, il ne doit pas être perçu de façon linéaire. Le dialogue, il peut connaître des succès, il peut connaître des reculs, il peut connaître des infortunes, des insuccès. Donc, ça ne doit pas être un processus linéaire. Il faut s'attendre à des réussites, à des infortunes et tout. Et la négociation, pour nous, c'est une autre étape. Là, pour le moment, on parle de dialogue. On parle d'essayer de comprendre ce que vous avez rappelé tout à l'heure, les logiques d'engagement. On essaie de comprendre pourquoi les gens sont dans cette violence-là et quel type de réponse on peut apporter. Ça rejoint la dernière inquiétude, je crois, sur la laïcité et la forme républicaine de l'État. Je pense que l'erreur, c'est de vouloir mettre tout le monde dans un modèle. Et même, je crois que, indépendamment par rapport à cette question de dialogue, le débat sur la laïcité dans ce pays doit se faire. Et c'est peut-être l'occasion d'autres conversations, parce que la laïcité en tant que telle est peut-être incomprise, ou la laïcité au Mali. Je crois que tout de suite, c'est Boubacar Salif qui a rappelé qu'au Mali, on a connu un empire théocratique. C'était celui de Sékou Amadou il y a déjà plus de 6 siècles. Donc je pense que le débat sur la laïcité doit se faire indépendamment du débat sur le dialogue avec les groupes. Et mon dernier mot, c'est justement ça. Cette option de dialogue, c'est peut-être l'une des ultimes... des perspectives. Oui, des perspectives. C'est l'une des ultimes solutions que nous avons aujourd'hui. Et ce serait dommage de l'aborder par un prisme réducteur en pensant que c'est un problème religieux, ou seulement en l'abordant par le prisme seulement du terrorisme. C'est très important de concevoir ça avec une approche et une stratégie intégrée, comme le disait Ba tout à l'heure, en prenant en compte toutes les dimensions du conflit. Merci à vous, M. Baba Dakono. Vous avez été rétabli dans vos droits. Merci. Merci. Ah, il y avait 2 autres questions, je crois. On commence par M. Ba, en même temps vos derniers mots pour parler des perspectives. D'accord. Bon, sur la base des dernières interventions, moi je pense qu'on s'est entendu quand même que le pays a besoin d'avancer. Et il y a eu plusieurs processus. Maintenant, est-ce que dans le contexte du dialogue qui va commencer, je parle des assises nationales qui s'annoncent, on va aller à une stratégie nationale. On a organisé les conférences d'entente nationale et le dialogue inclusif il y a quelques années. On a fait des recommandations, mais au fond, on est écartelé entre plusieurs approches. Et vous avez vu, on va passer toute la journée à discuter, mais c'est l'État qui décide quand même, parce que c'est eux qui ont le mandat, c'est qui gouvernent le pays. Donc, comme l'a dit Ibn Khaldoun, le grand sociologue médiéval, il a dit qu'il y a la notion de asabiya qui s'est définie comme le lien de cohésion dans un groupe humain formant une communauté. La cohésion sociale en tant que dynamique de solidarité qui met l'accent sur l'unité entre les individus et la conscience groupale. Et dans les prolegomènes d'analyse, Ibn Khaldoun explique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée un sentiment national, qu'on ait une compréhension commune. C'est vrai qu'il n'y aura jamais de vision commune, dire qu'on est tous d'accord, mais qu'aujourd'hui le pays est menacé, on est vraiment dans une situation difficile, qu'on ait un engagement pour le pays. Moi, je pense que c'est vraiment la dernière solution. Et je termine en tout cas
Par rapport à un élément, j'avais abordé ça dans l'introduction. Il y a beaucoup d'interventions, il y en a qui sont très intéressantes, il y a d'autres qui sont des épiphénomènes. Mais aujourd'hui, le pays a besoin de référents moraux. C'est-à-dire, le collège des leaders religieux de tous les bords est un élément. Ce n'est pas la solution, mais on ne peut pas aller au-delà aujourd'hui de tous ces leaders. Eux, chacun d'eux a une zone. Tous ces leaders-là, ils peuvent influencer la communauté. Qu'il s'agisse du centre du Mali, la boucle du Niger, du Nord, qu'il s'agisse de la communauté chrétienne ou évangéliste, qu'il s'agisse des familles fondatrices de Bamako, à ce niveau, chacun a un segment d'intervention. Qu'il s'agisse du shérif Madani Haïdara par rapport au sud du pays. Donc si ces gens parlent et qu'ils s'engagent, il faut les amener à faire un plan d'action et discuter avec les forces sociales pour qu'on essaie de structurer. Sinon, les multiples dialogues, moi je crains, je dis bien, ça, regardez ce qui se passe. C'est qu'à force de créer des structures, et les gens vont prendre l'habitude pour dire, ah, nous, on va gagner dans ça. Et ça va être difficile de sortir de ce prisme avec des postures de projets d'ONG qui vont être difficiles à gérer sur le terrain. Et on a besoin d'harmoniser, de synergie et de coordonner pour que le pays puisse vraiment redémarrer. Merci beaucoup à vous, M. Boubacar Ba. Les derniers mots vous reviennent, Dr Ali Tounkara, pour répondre aux questions et pour nous dégager vos perspectives. Oui, très rapidement, j'ai noté mon bloc-notes, mais ce n'est pas grave. Non, s'agissant du caractère laïque républicain de l'État, c'est important. C'est vrai, quand on écoute quand même un peu les différents enregistrements de ces groupes, ça craint. La crainte, elle est vraiment légitime. Mais sauf que ce sont des questions qui sont quand même posées depuis les premières ères de l'islam, hein, la notion de la laïcité. Quand vous étudiez l'islam dans son authenticité, il a toujours été une religion laïque. Enfin, quand je dis laïque, il a toujours été une religion qui accepte la pluralité de la pensée en termes de croyance. Donc, l'islam n'est pas antinomique, n'est pas contraire à la laïcité. Mais la façon dont le mot laïcité a été accueilli dans le monde ou par le monde arabe, c'est cela qui pose problème justement. A fortiori chez nous, parce que nous passons quand même par ces pays pour apprendre l'islam. Donc, on a collé au mot laïcité les régions de Dieu, l'Almania. Donc, c'est carrément, quand on dit laïque, on est kafir, on est mécréant, on est à la solde, enfin, on est à la merci de l'Occident. Voilà comment, majoritairement, le monde musulman, les gens ont reçu ou ont accueilli le mot laïcité. Mais quand on lit l'islam dans son authenticité, il n'a aucun souci avec la laïcité. Alors, maintenant, pourquoi le choix du Haut Conseil islamique est un peu réducteur? Parce que ça a été bien rappelé, la dimension plurielle de l'insécurité. Parce que, si vous prenez le Haut Conseil islamique d'abord, même les questions qui lui sont internes, il a quand même du mal à les gérer. Je prends juste un exemple récent. La question de la baya, faut-il faire un témoignage auprès d'un érudit? Voilà un conseil qui a du mal déjà à s'accorder sur ça. Bon, vous voulez lui mandater, je suis d'accord, il y a des savants qui sont d'une sommité exceptionnelle en termes de connaissances théologiques, mais au sein du Haut Conseil, n'oublions pas quand même que les tendances sont une force à certains égards, mais lorsqu'il s'agit de déclencher un débat théologique, elles peuvent constituer un obstacle en fait. Je vois mal un homme qui se battrait au nom de l'État islamique d'écouter quelqu'un qui se réclamerait de la Qadriya ou de la Tijaniya déjà. Ouais, donc le Haut Conseil islamique n'est pas approprié pour eux. Et de la même manière également, je vois très mal qu'au sein même du Haut Conseil islamique, qu'on arrive à s'accorder sur le choix des hommes qui vont conduire ce dialogue. Pourquoi? J'ai prié dans une mosquée en pleine crise d'obédience tijanite à Tokorobogo, où l'imam disait ce sont les Bamakois d'obédience wahhabites là, qui activeraient l'action violente dans les régions du Nord. Ouais, lorsqu'un conseil de... Puis c'est quand même... je pense qu'il est 4e ou 5e vice-président du Haut Conseil islamique qui dit ça. Moi, Laurent lui-même, il est malade, sincèrement, en toute objectivité. Donc il faut d'abord le soigner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut proposer à sa place? Il faut aller clairement vers une cohorte d'experts. La question n'est pas que religieuse. En pleine discussion, on aura des hommes
qui vont parler de l'Azawad. Ça c'est pas islamique. En pleine discussion, ils vont vous parler justement des limites qui vont questionner la géographie. En fait, une gamme d'expertise pour aborder un tel dialogue. Et là, moi je vois un ministère neutre qui doit porter un tel projet. Voilà, mais pas une direction. C'est très sérieux pour le conflit à une entité aussi. Certes, le groupe islam est important, mais il me paraît réducteur, un tel dialogue, si on doit trouver une institution en termes d'ancrage, c'est carrément la présence ou la climatique pour que tout soit fait de façon fluide. Alors, maintenant, pour finir, je crois que M. Traoré a beaucoup plutôt contribué, s'agissant du rôle de l'État. Il ne faut quand même pas l'occulter. De 2012 à aujourd'hui, il y a des réponses qui sont proposées. D'ailleurs, l'a bien dit par l'État central. On peut ne pas être satisfait des réponses proposées. De même également, les militaires se battent pour le retour de l'unité durable. Ça, il ne faut pas l'occulter. Maintenant, il y a des difficultés liées à la formation, on l'a rappelé, question d'effectifs, de militaires, certaines pratiques corruptives au sein de la hiérarchie militaire qui sont en cours d'être corrigées. Et tout cela ferait que, effectivement, l'action militaire peine à satisfaire. Maintenant, en termes de perspective, il est extrêmement important que l'on comprenne une chose. Les autorités de la transition ont aujourd'hui affiché la volonté d'apporter des réponses à toutes ces souffrances auxquelles les poissons font l'objet. Mais au-delà d'une volonté exprimée, il me paraît pertinent aujourd'hui vraiment qu'on nous montre des actions. C'est bien d'aller aux assises, mais vous pour quoi? Pour dire à quoi concrètement? C'est bien de faire appel aux acteurs privés de la sécurité, en l'occurrence Wagner. Je sais que ça vous traverse le Wagner. Maintenant, mais concrètement, pour tous les États, parce que n'oubliez pas quand même, de l'arrivée de l'administration, la force française Balkan, le département des affaires étrangères, le haut commandement militaire, demandait mieux. Quand, à partir de quand, ont-ils conçu un schéma en demandant ces différents partenaires du Mali? Voilà les domaines prioritaires en termes de l'offre de la demande de sécurité. Voilà ce que nous attendons de vous en termes de résultats. Voilà les indicateurs. Ouais, c'est ça aussi, il ne faut pas qu'on accuse les autres en fait. Je crois qu'il y a vraiment des difficultés à l'interne, il faut qu'on arrive à les corriger. Au regard de nos interactions avec la relation militaire, des efforts sont en cours, mais tous ces efforts ne peuvent obtenir le succès que seulement si ils sont portés par un patriotisme prudent. Il faut vraiment être prudent, les gars. On est d'accord, Wagner, on est d'accord, dégage de la France. Là, c'est pas de patriotisme SA. Et c'est ne supprimez pas au sensationnel. Tous ceux qui sont chez le Mali aujourd'hui sont là à demander l'État du Mali. Maintenant, si ceux qui ont aujourd'hui les commandes du pays n'ont pas le courage de définir clairement les visions de façon claire et matérialisée, c'est quand même pas dans la part de l'indépendance qu'on va demander aux députés. Parce que ce n'est pas la part de l'indépendance qui nous a fait appel. Maintenant, ceux-là qui ont formé des demandes, ces mêmes acteurs aujourd'hui, ils ont la charge de conduire le pays, ils peuvent, à défaut, ce n'est pas une question de départ, il faut quand même reconnaître. Notamment, il y a aussi de la formation, on parle de formation, on parle d'administration. La parole ECAP Sahel, le Collège de sécurité, le Collège de défense, toutes ces instances apportent à la formation de nos éléments. Maintenant, on peut, quels sont les contenus? Ça également, ce n'est pas la part de l'indépendance. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont payées pour ça. Il faut qu'ils fassent le travail. Je vois que c'est, on ne dit pas la vérité aux gens en fait. Demandez à les dirigeants de 2012 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont proposé à l'administration en termes de vision, en termes de stratégie. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont proposé à la force de l'attaque française. C'est là que je me rends compte que, effectivement, ils n'ont pas totalement clair quand même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ali Tounkara, voilà qui met un terme à cette 13e édition de Conversations citoyennes qui porte aussi le thème de dialogue avec les groupes terroristes. Nous avons eu 3 éminents chercheurs et analystes. Je commence par M. Boubacar Baba Dakono et docteur Ali Tounkara. Merci à vous, cher public. On se donne rendez-vous pour la 14e édition de Conversations citoyennes. À très bientôt. Merci.